un petit point, c'est que l'orthokératologie répond bien à la présentation de tout à l'heure, c'est-à-dire myopie et sport et myopie et travail, à condition d'être dans les gammes possibles. Alors déjà, on peut faire un constat, l'orthokératologie, c'est un moyen de corriger la myopie, comme les lunettes, comme les lentilles souples, comme les lentilles rigides et comme les chirurgies réfractives, et ça par un port de lentilles qui se fait la nuit. Elle est par contre limitée dans ses indications, puisqu'elle n'est possible que pour des myopies inférieures à -6, plus ou moins associées à des astigmatismes inférieurs à 2,50. Tout ça, ça va dépendre du design des lentilles. On peut aussi corriger des hypermétropes inférieures à 3 dioptries, plus ou moins presbytes. Alors, les lentilles d'orthokératologie sont des lentilles qui sont portées pendant le sommeil. La vision est libre toute la journée. La correction se fait de façon rapide et précise, surtout sur des petites myopies. C'est très bluffant quand on revoit les gens après une première nuit de port et le soir déjà, ils ont compensé pratiquement toute leur myopie. La régression se fait de 50 à 70% de la valeur myopique après la première nuit. En général, au bout de 4 à 5 nuits de port, il n'y a pas besoin de correction complémentaire et la vision est vraiment stable après 4 semaines. Et c'est une technique qui est complètement réversible et non invasive. Alors, les indications. La première grande indication, mais ça ne doit pas être restrictif à la frénaction de la myopie chez l'enfant, puisque comme je vous le disais, il y a aussi des indications sportives, en particulier tous les sports aquatiques, et en cas de risque de perte des lentilles au cours de l'activité. Les indications aussi pour les gens qui travaillent dans des milieux poussiéreux, le travail sur écran, c'est surprenant, mais les patients sont demandeurs parce qu'ils se sentent plus libres et ont moins la sensation de sécheresse, puisque la lentille n'est pas portée à ce moment-là. Et c'est une alternative chez les jeunes ou pour ceux qui ont peur de se faire opérer de chirurgie réfractive. Il y a quand même des contre-indications, tout ce qui est pathologie oculaire, en particulier cornéenne, les antécédents de chirurgie réfractive, les maladies systémiques, et surtout lorsque vous voyez que la motivation n'est pas très importante, que le patient est peu rigoureux, peu compliant, et que vous craignez de ne pas le revoir aux différents contrôles, parce que les contraintes d'entretien sont importantes et les contrôles doivent être répétés. Alors, l'image fluo avec les lentilles d'orthokératologie. Ce sont des lentilles à géométrie inversée avec 4 rayons de courbure. Alors, il y a la zone centrale, il y a la zone moyenne périphérie où il y a le réservoir de larmes, il y a la zone d'appui et il y a les dégagements. Donc, c'est cet aspect-là que vous allez avoir comme image fluo. Si vous faites une coupe de la lentille, vous allez voir qu'à tous les niveaux, vous avez une présence du film lacrymal. Il n'y a jamais de contact entre la lentille et la cornée. Il y a toujours un minimum de film lacrymal. Et la présence du film lacrymal sera d'autant plus fluo qu'elle est importante, comme vous le voyez sur la coupe à côté. Le principe de fonctionnement. Le but, c'est un aplatissement du centre et un resserrement de la périphérie. C'est un aplatissement de la cornée au centre, oui, mais par l'intermédiaire du film lacrymal et par un jeu de pression positive et négative. Au centre, on a une pression positive qui va aplatir par l'intermédiaire du film lacrymal la partie centrale de la cornée. En périphérie, au niveau du réservoir de larmes, on a un jeu de pression négative. Le rayon de courbure va être plus serré et c'est là que vous allez avoir une image fluo plus dense où il y a le réservoir de larmes. Alors, il n'est pas question de faire de l'orthokératologie sans topographie. Le topographe est indispensable. Alors, c'est essentiellement des topographies spéculaires de type tangentiel qui vont être utilisées. Alors, soit vous avez un logiciel qui est couplé à votre ordinateur, et là vous avez tout de suite l'ordonnance qui sort, soit vous envoyez vos topographies au laboratoire et qui vous fourniront les lentilles. Mais la topographie, pas question de faire de l'orthokératologie sans topographe. Ici, vous avez des images de cornée de sujets myopes après à J0 et après 3 semaines. Donc vous pouvez constater qu'on a un aplatissement, la zone verte au centre,
et la zone du réservoir de l'arme apparaît en rouge puisque c'est une zone qui est plus cambrée. Ici, de l'orthokératologie sur un hypermétrope, l'effet est complètement inverse, mais c'est très proche, que ce soit pour la myopie ou que pour l'hypermétropie, c'est très proche des images comme après chirurgie réfractive au niveau de la topographie. Et donc ici, vous avez un lac de fluo au centre, une zone d'aplatissement, de nouveau un réservoir, et ça se manifeste par un petit bombement au centre, comme après chirurgie d'hypermétropie. Alors, comment ça fonctionne? Pourquoi ça pourrait entraîner une freination de la myopie? Lorsqu'une myopie n'est pas corrigée, on a un défocus au niveau du centre, au niveau de la macula, et un défocus périphérique. Quand on corrige avec des lentilles traditionnelles ou avec des lunettes, le focus va se faire au centre. Par contre, au niveau de la périphérie, on n'a aucune action. Et donc l'œil va avoir tendance à chaque fois à essayer de s'allonger pour essayer de ramener cette hypermétropie périphérique sur la cornée. Avec l'orthokératologie, on a le focus qui se fait au centre, et par l'intermédiaire de la zone de réservoir lacrymal, donc de la zone de réservoir plus cambrée, le focus va se faire aussi en périphérie rétinienne. Donc de nombreuses études ont été faites. Ici, je vous en ai mis quelques-unes. Toutes ces études mesurent la longueur axiale du globe, la longueur de la chambre antérieure, le rayon de courbure, l'erreur réfractive dans toutes les études. Elles sont toutes sauf une, donc faites en fonction versus lentille, orthokératologie versus lunettes, sauf celle de Walid en 2009, qui est orthokératologie versus anti-souple. Quoi qu'il en soit, et on se rend compte qu'on a un pourcentage de réduction de la longueur axiale de l'œil qui va entre 33 voire 56% d'augmentation, de diminution d'augmentation de la longueur axiale. Il y a aussi une méta-analyse qui a été faite, donc qui a regroupé 435 cas avec 218 cas d'orthoca versus 217 contrôles sur des jeunes de 6 à 16 ans, où a été mesurée, comme dans toutes les études, la longueur axiale, la profondeur de la chambre antérieure et l'erreur réfractive. On constate que l'orthokératologie peut ralentir l'évolution de la myopie, mais de nombreuses d'autres études sont nécessaires à plus grande échelle pour confirmer ces résultats et pour voir l'effet à long terme de l'orthokératologie. Quel que soit le moyen, le contrôle de la myopie va permettre d'éviter des complications liées à la myopie. L'OMS a identifié la myopie comme une des 5 principales causes de cécité ou de déficience visuelle. Donc, on va donc éviter d'avoir des malvoyants, on va éviter les complications liées à la myopie, comme les décollements de rétine, comme les maculopathies liées à la myopie, comme les glaucomes et les cataractes précoces. Sachant aussi que même dans le but plus tard de se dire on pourra opérer les patients, il vaut mieux avoir des patients en myope de -4 que des patients en myope de -8. Il y aura moins de risques après pour la chirurgie réfractive. Donc aujourd'hui, la balle, elle est dans votre camp. À vous de voir de quelle façon vous voulez corriger vos patients myopes. Je vous remercie de votre attention.